Gérer un hôpital en Belgique, ce n'est pas juste un job de manager, hein. C'est un véritable numéro de funambule, un exercice d'équilibriste où le moindre faux pas peut avoir des conséquences absolument vertigineuses. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre de quoi il retourne. Et pour bien saisir l'enjeu, on commence direct avec le cœur du sujet. Cette phrase, elle est tirée de textes de loi belges. Et ce n'est pas une petite mise en garde, non. C'est une menace, une vraie. La responsabilité des administrateurs, elle peut toucher leur patrimoine personnel. On parle de leurs biens, de leur argent. Imaginez une seconde la pression que ça met sur les épaules, au quotidien. Du coup, la question qui se pose, c'est « mais pourquoi ?» Qu'est-ce qui rend ce poste si dangereux, au fond? Et attention, on ne parle pas juste de jongler avec des budgets ou de gérer des équipes. Non, le danger, il est bien plus profond, plus complexe. Il est carrément inscrit dans la loi. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. Il faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas un job comme un autre. Les enjeux sont immenses. Pas seulement pour l'hôpital, l'institution, mais aussi et surtout pour les personnes qui sont à sa tête. Et la source de ce danger, la voilà. C'est cet écheveau, ce millefeuille de lois. Les administrateurs, ils ne doivent pas suivre un seul règlement, mais toute une pile de cadres juridiques qui s'empilent. Européen, national, régional. Chaque niveau rajoute sa couche de complexité, ses exigences, ses contraintes. Et pour ne rien arranger, tout ça change tout le temps. C'est un vrai labyrinthe réglementaire, pour ne pas dire un cauchemar. Bon, maintenant, parlons du nerf de la guerre, l'argent. Le financement des hôpitaux en Belgique, c'est un véritable puzzle. Et pour un administrateur, comprendre comment toutes les pièces s'emboîtent, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une question de survie pour l'hôpital. Alors, regardons un peu cette répartition. C'est assez parlant. On voit que presque 40% des revenus proviennent du BMF. On verra ce que c'est juste après. C'est le budget de l'État, en gros. Et juste à côté, une part quasi équivalente vient des honoraires des médecins. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la survie de l'hôpital repose sur deux énormes sources de revenus qui sont toutes les deux ultra réglementées. Et c'est là que le vrai casse-tête commence. Justement, ce fameux BMF, c'est quoi? C'est la pièce maîtresse du puzzle. BMF, ça veut dire budget des moyens financiers. En simple, c'est la grosse enveloppe que l'État donne aux hôpitaux pour qu'ils puissent fonctionner. C'est le carburant de la machine. Le problème, son calcul et la façon dont il est distribué. C'est d'une complexité redoutable. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, ce BMF est lui-même découpé en plusieurs parties. La partie A, c'est pour les murs, l'infrastructure. La partie B, c'est pour le fonctionnement de tous les jours. Et la partie C, c'est pour les ajustements, les régularisations. Et bien sûr, chaque partie a ses propres petites règles, ses propres conditions. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais attendez, ce n'est pas fini. On rajoute une autre couche de complexité, le système APR-DRG. Alors pour faire très simple, l'idée c'est plus le cas d'un patient est lourd, plus l'hôpital reçoit d'argent pour s'en occuper. Logique sur le papier. Sauf qu'en pratique, ça veut dire que chaque diagnostic, chaque acte, chaque traitement doit être documenté avec une précision d'horloger. La moindre erreur de codage, et hop, c'est de l'argent en moins. Ok, on a vu la complexité financière. Maintenant, la question c'est comment on gère ça? Comment on fait pour rester dans les clous? Eh bien, tout repose sur 4 piliers. Et attention, ce ne sont pas des conseils, ce sont des obligations, des fondamentaux. Alors, ces 4 piliers, quels sont-ils? D'abord, l'organisation. Il faut que les bonnes équipes et les bons process soient en place. Ensuite, la documentation. Là, la règle d'or, c'est « ce qui n'est pas écrit n'existe pas ». Chaque décision, chaque action, tout doit être tracé. Troisième pilier, le reporting. Il faut rendre des comptes, être transparent avec les autorités. Et enfin, quatrième pilier, la formation. Le personnel doit être formé en continu sur les nouvelles règles, les nouvelles procédures. C'est un boulot à plein temps. Le point absolument crucial à comprendre ici, c'est que ces piliers ne sont pas indépendants. C'est un tout. Ils sont tous liés. Une faiblesse dans la documentation, par exemple, ça va foirer le reporting, qui va mettre en lumière un problème d'organisation. C'est comme un château de cartes. On enlève une carte et tout l'édifice peut s'écrouler. Et si le château de cartes s'écroule, que se passe-t-il? C'est là que le danger devient très, très concret. Un échec de conformité, ça expose les administrateurs à ce qu'on pourrait appeler une triple menace. 3 risques majeurs. Première menace, le risque administratif. Là, ce sont les autorités qui tapent sur les doigts. Et ça peut faire très mal. Des amendes qui peuvent se chiffrer en millions d'euros ou des sanctions qui touchent directement l'hôpital, comme la suspension de l'activité, voire le retrait pur et simple de l'agrément. Autant dire, la fin de l'hôpital. Deuxième menace, et là ça devient personnel, le risque civil. On en parlait au tout début. Si une faute de gestion est prouvée, les administrateurs peuvent être condamnés à payer les dommages avec leur propre argent, sur leur patrimoine personnel. C'est ni plus ni moins la ruine financière qui les guette. Et enfin, la troisième menace, la menace ultime, le risque pénal. Là, on parle des cas les plus graves.
Une négligence qui entraîne un préjudice sérieux pour un patient, par exemple. Dans ce cas, ce n'est plus juste une question d'argent. La responsabilité pénale peut être engagée. Et là, on parle d'amende et même de peine de prison. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Alors, face à tout ça, comment on fait pour survivre ? Heureusement, il y a des outils, des bonnes pratiques. On passe des risques aux solutions avec ce qu'on pourrait appeler le kit de survie de la gouvernance. Et ce kit de survie, attention, ce n'est pas de la magie, c'est de la rigueur et de la discipline. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Premièrement, une veille réglementaire continue. Les lois changent, il faut le savoir en temps réel. Deuxièmement, des audits de conformité réguliers. Il faut aller chercher soi-même les problèmes avant qu'ils n'explosent. Troisièmement, des plans d'action formels. On trouve un souci, on met en place un plan clair pour le régler. Et enfin, le plus important, la règle d'or, tout, absolument tout documenté. C'est la seule véritable assurance vie dans ce métier. Et au fond, tout ça nous amène à l'enjeu final. Toute cette machinerie juridique, cette pression administrative, le but ce n'est pas juste de punir. Le but ultime, derrière tout ça, c'est la sécurité des patients et la qualité des soins. Une bonne gouvernance, c'est le fondement. C'est la base invisible, mais absolument essentielle sur laquelle repose une médecine de qualité. C'est pour ça que c'est si crucial. Et on va terminer là-dessus, avec une question qui reste en suspens. On a bien vu que la bonne gouvernance, c'est indispensable pour éviter le pire. Mais dans ce labyrinthe de règles, dans ce casse-tête financier permanent, est-ce que c'est suffisant pour garantir le meilleur ? Est-ce que bien gérer suffit à bien soigner ? La question, elle, reste ouverte.